J'ai le plaisir donc d'accueillir Éric Marty, professeur de littérature française à l'université Paris 7, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur Sade, sur la perversion, également plus dans le micro, également essayiste. Et donc, qui a publié un ouvrage très important l'an dernier, récemment, intitulé « Le sexe des modernes, pensée du neutre et théorie du genre », et donc avec qui nous avons souhaité converser aujourd'hui. Donc, je vous passe la parole. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux, évidemment, d'être à cette rencontre. Et je voudrais remercier vraiment très chaleureusement les organisateurs et organisatrices, notamment Clotilde Le Guil, avec qui j'étais en relation, tant il est important pour un livre d'être commenté, d'être discuté, d'être débattu, d'être défendu, puisque j'ai conçu ce livre aussi comme un appel à penser ensemble, en voulant montrer par ce livre, parce qu'il raconte des aventures de la pensée du neutre, pensée du genre, que personne ne pense seul. Pas seulement moi-même, mais tous les protagonistes de mon livre, finalement, sont dans cette situation de ne pas penser seul. Et tant ce livre est un livre qu'on pourrait dire dialogique, qui ne cesse d'opérer des confrontations, tantôt douces, tantôt violentes, tantôt âpres, dont les scénarios sont marqués par la ruse, par le vol, par la dissimulation, ou bien par l'amitié, par des phénomènes de réseau intellectuel, par la confusion des langues, des traductions, par des transferts et par des contre-transferts de désir. À la jointure du XXe siècle et du XXIe siècle, quelque chose s'est passé dans l'ordre de nos représentations comme sujets sexués. Des bouleversements, des ruptures majeures ont eu lieu dans nos idées touchant à la sexualité, à ce qu'est un sexe, aux identités, aux formes de la parenté. Et ce qui se passait ne semblait avoir qu'un seul théâtre, qu'un seul territoire, le champ social. Le champ social, entendu par exemple au sens de Bourdieu, c'est-à-dire comme lieu de prise de position conflictuelle autour d'enjeux spécifiques, l'école, l'État, le salariat, la justice, et ici donc le sexe, désormais entendu comme question de genre. Ce diagnostic était peut-être moins un diagnostic qu'une façon d'imposer l'événement comme état de fait. Il me semblait qu'on pouvait interpréter autrement ce nouvel état des choses, par exemple, à partir de Michel Foucault et de ce qu'il désigne dans sa préface à l'usage des plaisirs comme une expérience, ou mieux encore comme ce qu'il appelle une problématisation, comme une expérience à travers lesquelles des groupes, des communautés, des ensembles sociaux problématisent leur comportement. Et donc que la catégorie historique troublante, celle de genre, était précisément le produit d'une problématisation. La différence entre un état de fait et une problématisation, c'est que la seconde ajoute une dimension qui importait à Foucault, celle du savoir, celle du rapport au savoir. Or, si l'évolution de nos représentations par rapport au sexe me touchait comme tout le monde, ce qui m'intriguait davantage, c'est le bouleversement dans le savoir que ces changements impliquaient. Rupture dans les pratiques de pensée, dans les références culturelles, dans les cheminements conceptuels, effacement, oubli ou réécriture de discours antérieurs, etc. Cet étonnement devant les très brusques mutations dans les savoirs m'est ainsi très vite apparu comme plus essentiel que ce que les sociologues appellent les faits sociaux. Cette question du savoir m'intéressait d'autant plus que la catégorie de genre comme fait social, s'affichant comme fait social, interdisait qu'elle fût une théorie. Il n'y a pas de théorie du genre, entendait-on dire partout, avec un esprit de système qui d'ailleurs aurait dû alerter ceux qui véhiculaient ce message, tant cet esprit de système laissait entendre que la question de la théorie, dans son absence, était plus compliquée que cela. Plus compliquée et donc questionnée précisément comme question posée au savoir. Et tout au long de mon livre, j'examine en fait à quel jeu du vrai et du faux
répond cet énoncé, il n'y a pas de théorie du genre, que j'ai placé pour cette raison, évidemment, dans le titre de mon livre, Pensée du neutre et théorie du genre. Cet objet, le savoir, tombait bien, et cela d'autant plus que le sujet que je suis s'est toujours senti animé par un désir de savoir. Ce que Foucault appelle, toujours dans la belle préface que j'ai citée, la curiosité ou encore l'égarement de celui qui connaît, entendre égarement dans tous les sens. J'étais suffisamment égaré, comme tout le monde d'ailleurs l'était, et l'est encore, je crois, aujourd'hui. J'étais donc suffisamment égaré pour être vraiment curieux, pris par un désir de savoir. C'est pourquoi, dans cette présentation que je vais faire ce matin, il ne sera pratiquement question que de savoir. Laissant donc supposer qu'à mes yeux, il n'y a pas d'activité humaine qui ne convoque le savoir qui alors en retour devient la plus-value, grâce à laquelle cette activité s'exerce comme médiation et passe donc aux yeux de tous comme un fait social. Et alors, j'ai écrit un livre long de plus de 500 pages, avec près de 3000 notes de bas de page, que j'ai voulu tel, associé à une certaine conception de l'essai, liée à ce que je viens d'appeler donc un désir de savoir, selon le mot de Saint-Augustin, une libido sciendi, désir de savoir. Je reviendrai sur ce qui, dans ce livre, lie profondément savoir, épistémologie, désir, concupiscence et son objet, le sexe. De ce fait, il m'a semblé, dès le début de ma recherche, que celle-ci devait impliquer un certain degré d'érudition, une érudition au présent, d'où toutes ces notes, ces précisions historiques, philologiques, linguistiques, d'où l'importance des dates que je signale de manière quasiment systématique. D'où la nécessité qui m'est très vite apparue de ne citer les Américains et Ken qu'avec leurs propos en anglo-américain avec le français, tant la médiation de la langue s'est révélée cruciale dans la puissance assertive des énoncés, dans la performativité respective du français et de l'anglo-américain, performativité souvent rivale, souvent parallèle. Puissance assertive des énoncés à la hauteur de l'enjeu, dont l'importance apparaît à tout le monde, ne serait-ce que par le caractère universel que le mot « genre » a très rapidement acquis. Universalité qui n'est pas seulement liée à l'effet de la globalisation en cours, standardisation économique, culturelle, linguistique, académique, standardisation des savoirs, mais aussi, je pense, universalité liée à la question posée. Celle du genre, donc, où se joue une remise en cause par le savoir de ce qu'on pourrait appeler une ourdoxa, c'est-à-dire terme qu'on pourrait traduire par une croyance profonde, une croyance mère, une croyance première, une croyance qui est en principe non modifiable parce qu'elle serait liée à notre humanité, à savoir celle qui touche au caractère originaire de la différence sexuelle. De sorte que la longueur de ce livre, le souci d'être très précis, cette espèce d'élan, de libido, qui m'a conduit à lire ou à relire minutieusement tant de textes, à les croiser, à les recroiser. Tout cela a été commandé aussi par l'objet, le sexe comme genre, qui en effet donc relève, à mes yeux, de la volonté de savoir, traduction foucaldienne de la libido sciendi de Saint-Augustin. Mais tout cela relevait, ce souci de précision, d'érudition, de savoir, tout cela relevait aussi de ce que j'appellerais une forme de respect intéressé, d'admiration pour la plupart des protagonistes de mon livre, y compris pour celles et ceux qu'il m'arrive de malmener. Ainsi, les réserves que je formule par rapport à Judith Butler ne doivent pas nous faire oublier que l'épigraphe de René Char, que j'ai mis en tête du livre, vaut d'abord pour elle, ne serait-ce que parce que le mot « trouble » y occupe une place majeure. Je cite l'épigraphe : « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. » À l'évidence, Butler mérite égard et patience parce qu'elle est venue au monde pour y apporter un trouble et que ce trouble n'est pas n'importe quoi. Alors, si je voulais résumer mon livre sous un seul angle, ça serait celui du savoir, celui qui unit sexe et savoir. Et les 4 parties de mon livre, comme son épilogue d'ailleurs, sont en effet des explorations de savoir. Savoir d'une très grande puissance, parfois d'une sophistication un peu folle, allant même chez Deleuze, Lacan ou Derrida jusqu'à une forme d'ésotérisme, c'est-à-dire allant au-delà de ce que les savoirs constitués peuvent transmettre habituellement, allant parfois jusqu'à des délires conceptuels, dans une dimension hallucinatoire de la pensée. J'en donne quelques exemples dans mon livre, Deleuze, Derrida, Lacan, mais ces dimensions hallucinatoires touchent aussi Butler,
notamment, par exemple, à propos de la catégorie de phallus lesbien, entrevue sur un mode en effet hallucinatoire à l'occasion du visionnage d'un film Paris is Burning de Jenny Livingston. Cette dimension hallucinatoire n'est pas du tout négative à mes yeux, bien au contraire. Elle montre tout simplement le lien qu'il y a entre le sexe et son image, entre le sexe et sa représentation visuelle. Elle montre le caractère déterminant de l'image pour que le trouble se produise et qui, dès lors, peut-être relève de la fascination. Fascination pour ce que nous sommes ou pas. Exploration donc de savoir sous l'angle de leur épistémologie, sous l'angle de la sociologie de la vie intellectuelle, sous l'angle des rivalités mimétiques entre nations, langues et cultures, sous l'angle des arts visuels donc aussi, sous l'angle de l'histoire des idées. Mais si le terme genre, gender, a émergé dans notre réalité mondiale en s'appuyant sur des savoirs constitués, il l'a fait au titre de signifiant. Tout est là. C'est parce qu'il a émergé en tant que signifiant qu'un événement a eu lieu. J'entends par là l'événement par lequel un mot, un terme, genre, gender, s'est extrait de manière inattendue de la langue, de la chaîne signifiante où il avait jusqu'alors trouvé sa place. Où un mot s'est extrait du flux lexical de la langue, du flux des mots de la langue, pour signifier autrement. Le signifiant continue de prendre place dans les énoncés, mais c'est autrement, comme s'il était entre guillemets, ou comme s'il était en italique, accédant donc à un mode de sens qui dépasse très loin la civilisation qui l'occupait jusque-là, pour devenir une sorte de bloc indécomposable et presque ininterrogeable. De sorte qu'on se demande comment on faisait avant que ce mot de genre occupe cette place si importante, comment on faisait pour parler de tout cela sans ce mot. L'émergence de genre comme signifiant, gender, l'a amené également à embarrer un autre, à le raturer, à le suspendre, et surtout à la déloger de la place qu'il occupait jusqu'à là, dans une sorte d'austère monarchie, pour reprendre encore le mot de Foucault, le mot sexe. Et une partie de mon livre est en effet philologique. Il repère les itinéraires historiques de ce signifiant genre, et car l'histoire, évidemment, commence avec le conflit, la réalité des mots entre eux et la manière dont un s'impose aux autres. Mais il y a autre chose dans la fonction du signifiant, plus essentielle encore, dans le lien qu'il occupe avec le savoir. Avec le signifiant, effectivement, s'ouvre une aventure de la pensée très singulière, selon que le signifiant domine le savoir ou selon qu'il est dominé par lui. Le sujet a l'initiative d'une telle aventure celle par qui un signifiant est devenu signifiant maître, du moins dans le récit que je fais, c'est Judith Butler. Voilà pourquoi, malgré la sévérité de certaines de mes interprétations de son propos, j'en fais en même temps l'héroïne de cette aventure, le pivot événementiel autour duquel tourne tout le reste, pas seulement l'histoire américaine du genre, depuis John Monnet, qui en a été l'un des grands penseurs des années 50, et puis d'autres après, bien sûr, et puis d'autres en même temps, mais après elle, mais aussi l'histoire très française, et que j'ai voulu pour cela, par un contraste un petit peu ironique, purement masculine, de Sartre à Lacan, de Lévi-Strauss à Derrida, de Deleuze ou Barthes. Avec cette introduction du signifiant genre dans le champ des savoirs, ce n'est pas seulement une aventure de pensée qu'il s'agit de retracer, mais de saisir en quelque sorte un véritable trouble dans la pensée, où se crée un vrai nœud indémêlable d'une sinuosité retorse entre signifiant et savoir, entre ce que le savoir pose et ce que le signifiant suppose. Un livre a pour fonction de trouver un beau scénario tel qu'il nous ouvre précisément sur le théâtre où nous surprenons les acteurs de cette histoire, comment et pourquoi elle se retrouve à ces places à tel moment et à d'autres places à telle autre, dans des positions aussi multiples qu'inattendues. C'est pourquoi mon livre, malgré l'aridité de certains passages, peut se prévaloir d'une certaine dramaturgie, voire par instant peut-être d'un certain romanesque. D'où peut-être le fait que j'occupe dans ce livre une position qui n'est pas loin de celle d'un narrateur. D'un narrateur, à condition de voir dans le narrateur une voix un peu duplice, ductile, qui serait, comme l'écrit Barthes, la voix même de la lecture, celle donc d'un processus dont la dramaturgie n'obéit qu'aux intérêts immanents, je dirais, du scénario. Narrateur donc, et donc sujet d'une médiation,
Médiation précisément entre ce dont je parle et puis les lecteurs peut-être. Médiation qui est au fond le moteur même de toute histoire. Ainsi, alors si on pouvait résumer tout ce livre par le biais de ce couple signifiant savoir, c'est aussi parce que ce couple convoque de manière singulièrement subtile le désir. S'il y a trouble dans le genre, c'est un trouble introduit par le désir de savoir. Le sexe, comme genre, ne saurait être troublé autrement que par un trouble dans le savoir, qui est aussi un trouble du savoir. Façon aussi de ramener ce trouble dans le savoir, introduit par les genders comme par les modernes, à quelque chose qui les précède, à quelque chose qui est au fond là bien avant eux. Si on se souvient de la très belle formule de Hegel, extraite de ses leçons sur la philosophie et la religion, même Dieu au paradis n'a pu éteindre la soif de connaissance, le désir de savoir. La première partie de mon livre tente de reconstituer l'émergence du signifiant genre, et donc sa fabrication, son établissement, par rapport aux champs épistémologiques qui lui sont indispensables. C'est la partie la plus austère de mon livre, la plus conflictuelle. J'y interroge le détour opéré par Butler à partir de son habitus culturel propre, qui est un mix de philosophie analytique et de pragmatisme, détour par l'Europe, parce que les anglo-saxons ont appelé l'espace continental, incarné dans cette configuration précise par la France des modernes, structurale et post-structurale. Emprunt, détournement, mais aussi solidification de la notion de genre par ce biais. Avec un gros morceau de cette première partie, le performatif, dont il a été question. Si le genre est construit socialement, l'idée de construction n'est pensable qu'à travers une épistémologie de la performativité. Et il fallait avoir cette intuition-là pour produire justement une pensée du genre, et c'est en cela qu'il y a une théorie du genre, ne serait-ce que par cette opération-là. Le performatif désigne, vous le savez, ces énoncés ou dire c'est faire, où les énoncés ne se contentent pas de désigner, mais sont des actes qui produisent, qui performent ce qu'ils énoncent. Butler est donc celle qui donne la clé épistémologique du genre comme construction sociale, en l'adossant à une catégorie sociolinguistique, le performatif, ce qui nous fabrique comme sujet genré. Le performatif, la performativité est alors l'occasion vraiment d'une forme d'archéologie du savoir et de la relation franco-américaine, car celle-ci n'est pas devenue problématique seulement avec Butler. Elle l'est presque à l'origine, puisque dès l'origine, il y a eu une double lecture du performatif. D'un côté, on pourrait dire le registre français, je m'excuse de donner des nationalités, ça serait de langue française plutôt. Donc d'un côté, le registre structural, c'est le sujet parlant avec Benveniste, et de l'autre, un registre à la fois analytique et pragmatique avec Austin. Ce caractère problématique a pris une soudaine pertinence historique nouvelle avec la tentative de Butler de pallier les insuffisances criantes du performatif analytique produit par Austin pour l'usage qu'elle voulait en faire, aller au-delà de ce que la philosophie analytique mettait en scène pour aller vers cette idée quand même impressionnante de l'énoncé qui fabrique du genre. Et effectivement, le faible niveau des exemples que Austin donnait pour expliquer ce qu'était un performatif, je lègue ma montre à mon neveu, je baptise ce bateau Queen Elizabeth, était un petit peu faible, peut-être, pour Butler, pour précisément hausser le concept de performatif à la cible qu'elle visait, à savoir la question du genre. Et ça l'a obligé, évidemment, à recourir à une pensée plus audacieuse, plus brûlante, tel le pouvoir fascinant de la théorie, Althusser, Derrida, Lacan, etc. Il s'est agi pour elle d'appuyer la faible performativité du pragmatisme d'Austin sur la puissance spectaculaire du performatif structural et donc d'adosser l'un sur l'autre. Ce n'est pas seulement pour moi l'occasion par la médiation de ce concept de performatif, de confronter Butler par rapport à Bourdieu, Butler par rapport à Althusser, par rapport à Derrida, par rapport à Foucault, mais aussi de confronter tous ces noms les uns par rapport aux autres, tous ces Français, eux-mêmes dans une confrontation interne au champ structuraliste et au champ post-structural, et donc aux emprunts aussi qui les associent et qui les dissocient. Et c'est pour moi en outre l'occasion de montrer que Butler
malgré les apparences, malgré ce qu'on a pu dire, ne fait pas n'importe quoi, qu'elle a une logique, qu'elle a une stratégie, elle a vraiment un dessein, un projet. Et notamment, me semble-t-il, dans son rapport avec Foucault, dans ce qui peut apparaître comme, on pourra peut-être en parler, je ne sais pas, comme une forme de défaillance que Foucault, disons, rencontre par rapport à la question du performatif, défaillance qui est l'un des multiples truchements du jeu butlerien et un des multiples, je dirais, supports qui lui permet de construire sa propre pensée. Le geste, donc, fondamental de Butler est d'avoir voulu donner, avec une ténacité impressionnante, à un phénomène socioculturel, le phénomène queer, une dimension épistémologique de grande envergure. Elle tient à ce mot épistémologique qui revient très souvent dans son discours, elle tient à ce geste et elle a raison d'y tenir, tant elle se situe, elle aussi, dans un désir de savoir. Donc, dans cette première partie, je m'attache à examiner ce long, compliqué et difficile détour que Butler opère par l'Europe. Fantasme peut-être que l'Europe détient quelque chose comme le savoir, ou le discours du savoir, et qu'il faut, comme dans les périples initiatiques, aller en Europe, prendre le risque d'aller chercher ce discours. Ce discours du savoir portait alors un nom qui a fait rêver, théorie. Ce mot qui manque précisément à la pensée du genre, enfin, qui est exclu. Théorie, ou la théorie, nouvelle dénomination du savoir absolu auquel les modernes ont pu peut-être à un moment rêver. Et c'est donc à ce rapatriement du savoir, comme une toison d'or qu'on tente de ramener à la maison, mais surtout à la déconstruction, reconstruction par Butler de ce savoir que je me consacre dans cette première partie, où bien entendu, comme dans toute entreprise de transfert culturel, le plus important n'est pas tant dans le transfert que dans le contre-transfert qui s'opère simultanément au rapatriement. Contre-transfert qu'on peut repérer très facilement dans l'aveu cruel et ironique de Butler, dans Trouble dans le genre, selon lequel la fameuse French Theory, dont est prétendument tramée la notion de genre, est en réalité une drôle de construction américaine, selon ses propres termes. Là se situe sans doute le contre-transfert, qui n'est pas donc seulement un rapport à la théorie, au jeu de présence-absence précisément du mot théorie dans sa propre pensée, mais où se jouent aussi des questions de personnes, comme sujet de savoir, ou sujet supposé savoir, et qui trouve vraiment des scénarios passionnants à étudier sur le plan de la sociologie du discours intellectuel dans les rapports que Butler entretient avec Foucault, avec Lacan, etc. La deuxième partie de mon livre prend la question sous l'angle d'un savoir très spécifique que je pense, que je donne comme indispensable au trouble, et qui a un maître de savoir, le travesti. Maître du trouble dans le genre, qui, à la manière de l'hystérique, est celui qui fait reposer son savoir, sur la jouissance. Savoir de la jouissance, jouissant du savoir, un savoir sur le sexe dont la jouissance est la matière, savoir mythique qu'il prétend avoir dérobé à la femme. Ce personnage capital, donc le travesti, nous délivre cette vérité première, le sexe est semblant. Le trouble dans le genre tient à la puissance active de l'image du genre, puissance de fascination, puissance hallucinatoire dont j'ai parlé précédemment. Voilà ce qui explique la présence en couverture de mon livre du Self-Portrait in Drag d'Andy Warhol, maître de l'art conceptuel. Self-Portrait in Drag, donc autoportrait en travesti, je traduis. Andy Warhol, maître de l'art conceptuel, où précisément l'image devient, en tant qu'elle s'affiche pleinement comme conceptuelle, l'espace d'un trouble et l'espace d'un savoir sur ce trouble. Une série de travestis apparaissent dans cette seconde partie, cette deuxième partie. Le travesti japonais de Barthes, le drag queen que Butler emprunte au cinéma de John Waters et sa Divine. Puis, de manière plus centrale et plus étendue, la divine, non pas la divine, mais la divine de Jean Genet, dans deux lectures fascinantes, celle de Sartre et celle de Derrida, sous le regard attentif de Lacan. Et puis enfin, l'apparition d'une troisième forme de travestissement et de trouble dans la représentation du genre, le travesti lesbien, où Butler fait l'expérience de l'image troublée avec le film Paris is Burning de Jenny Winston auquel j'ai fait allusion. Dimension hallucinatoire où l'image fixe ou mobile du travesti est ce qui dérange et attire le regard,
puisqu'à chaque fois, c'est l'effet sidérant de la présence-absence du phallus sous la robe du travesti qui, précisément, fait événement. Tout le savoir se réfugie bien là, et des choix se font selon qu'on dénie la présence du phallus sous la robe du travesti, comme Barthes, vers le neutre, comme Butler, avec le phallus lesbien qui est ailleurs, en quelque sorte, ou bien qu'on ne cesse de marquer la présence sidérante de ce phallus, Genet, Derrida, etc. C'est cela que j'explore, en grande partie aidé par Lacan, dont je découvre à chaque fois assez régulièrement l'intérêt qu'il portait à cet objet, le travesti. Et tout récemment, en lisant les problèmes cruciaux de la psychanalyse, à la séance du 9 juin 1965, où il dit « Ce qui est du réel du sexe, auquel jusqu'à présent nous n'accédons que par le travesti, que par etc. » Il donne d'autres exemples, mais on donne le travesti comme un des éléments par lesquels on accède à cela. La troisième partie du livre désigne le savoir promu par les modernes, les Français, comme savoir pervers, où la perversion est méthode de connaissance, accès au spéculatif pur, selon la formule de Deleuze, où tout donc devient possible, où la pensée s'ouvre à des possibles jusque-là interdits. Puissance de déplacement du savoir constituée par les outils de la perversion, la dénégation, le fragment, l'intervalle, la fantasmagorie, et dont l'écriture, mot fétiche central à cette époque, devient le vrai espace. Le discours pervers des trois personnages convoqués, Deleuze, Derrida et Barthes, détourne le savoir d'un maître, Lacan. Si l'aventure de la connaissance perverse peut avoir lieu, c'est parce qu'il y a un fantastique scénario tout prêt à être détourné. Un ouvroir de théorie potentielle. Le scénario de la castration dont Lacan a fait le centre de sa doctrine, en tout cas dans cette période-là. Scénario, au sens où le récit lacanien est une sorte de machine textuelle inépuisable qu'on peut précisément sans cesse réécrire et repenser par son retournement où son inversion devient un espace spéculatif essentiel pour la modernité. La castration n'est plus le complexe de castration, elle n'est plus le manque, elle n'est plus la limitation donnée au fantasme de toute puissance, elle n'est plus la clé de l'ordre symbolique. La castration est au contraire le point de départ d'une nouvelle logique du sens, le neutre. Le neutre apparaît comme la catégorie logique la plus à même de troubler le genre, puisque le neutre est un élément interne à la structure du genre, masculin, féminin, neutre. Et que c'est donc au sein même de l'univers symbolique que les modernes ont décidé, au fond, de créer leur propre trouble, leur propre spéculation. C'est au sein même de l'univers symbolique que le trouble dans le genre doit naître, que le dérèglement peut se faire à l'envers de la castration. Il naît en effet sous la forme que cette époque, celle des années 60-70, a voulu appeler perversion. Et c'est l'occasion, à ce moment-là, évidemment, de se replonger dans ce mot qui, aujourd'hui, évidemment, est un mot tabou et banni et horrible. Et donc, c'est l'occasion aussi d'explorer historiquement cette pensée et le courage, au fond, l'audace de tous ces penseurs à aller à explorer cette question de la perversion et à l'ouvrir complètement à leur horizon. C'est donc l'occasion aussi de penser le périple structural dans toute son entièreté, en quelque sorte. Les trois héros sont donc Barthes, Deleuze et Derrida, avec Butler en filigrane, en embuscade, notamment dans son lien avec Derrida, qui est pour moi un lien très important. Et peut-être alors le mot emblématique de l'aventure des modernes serait le mot valise conçu par Derrida, pervers formatif, intraduisible évidemment, mais qui rencontre, je crois, sans même explorer son sens et vers quoi il va, qui montre précisément la fonction du signifiant et la fonction de la perversion que le signifiant peut avoir dans l'espace du savoir pour les modernes, pour cette époque donc d'audace d'écriture. La quatrième partie de mon livre est entièrement consacrée à Michel Foucault, celui qui justement va rompre philosophiquement avec le jeu esthétique des pervers, de ses amis. Après avoir été leur compagnon de route pendant une période, avec son histoire de la folie, ou avec ses textes sur Blanchot, Bataille ou Klossowski.
Foucault, donc celui qui, à partir de cette rupture, peut être appelé à ce moment-là, peut-être alors, le post-européen, ou en tout cas que j'appelle le post-européen. J'y donne un rôle central à son livre « La volonté de savoir », 1976, et notamment à l'énoncé capital à mes yeux sur lequel nous sommes passés d'une société fondée sur la loi à une société fondée sur la norme. Propos capital qui, me semble-t-il, a vocation de tout balayer avec lui. Mais évidemment, c'est presque tout Foucault qui est mobilisé, en tout cas celui qui commence à partir de l'archéologie du savoir jusqu'à donc son histoire de la sexualité. Et puisque je suis parti de la question du savoir pour présenter mon livre, je dirais volontiers que Foucault est celui qui, à un moment, précisément, ne veut pas céder aux troubles dans le savoir, aux troubles dans le savoir provoqués par l'émergence du signifiant dans l'espace de la connaissance. Émergence du signifiant à quoi se reconnaît un moderne dans son style, dans son écriture. J'en veux pour preuve de ce refus du rôle spéculatif du signifiant pour Foucault à partir, disons, des années 70, sa tentative absolument héroïque dans l'archéologie du savoir de fonder son enquête non sur le travail du signifiant, qu'il rejette, mais sur ce qu'il appelle une généalogie des énoncés, sur une histoire des discours. Et j'examine toutes les conséquences de ce rejet du signifiant par Foucault dans ce rapport compliqué qu'il aura avec le positivisme et avec un certain reflux théorique et avec une certaine fascination précisément pour un horizon positiviste qui serait au fond une voie qui lui serait personnelle, particulière. C'est en tout cas celui qui va le plus loin dans une nouvelle épistémologie qui, à mon sens, rend possible les genders par le bouleversement considérable que le concept de norme provoque dans ses radicalités, nous écartant de manière définitive du danger de transcendance que la loi qui était un concept central pour les modernes, fait peser, et le danger d'une forme de souveraineté du sujet associée à la loi telle que la modernité a pu le véhiculer. Ce qui me frappe chez Foucault, c'est que l'opération par laquelle la norme, comme processus en perpétuelle extension, se substitue à la loi rigide de Lacan, et c'est l'élément pivot, précisément, qui permet à Foucault de suspendre ce quadrilatère qui soutient l'entreprise moderne, la théorie, le sujet, le désir, le sens, qui sont pour lui des résidus de la métaphysique et dont il faut se débarrasser, d'où cette espèce d'appétence positiviste qui va être la sienne à partir de ce moment-là. Je propose une lecture très radicale de la rupture opérée par Foucault par le concept de norme, en faisant de la volonté de savoir l'épicentre du bouleversement qu'il opère et par lequel, en effet, il peut être appelé un penseur post-européen. Ce qui me frappe d'abord dans ce livre, c'est la violence problématique à l'égard de ses contemporains et amis. Violence problématique parce qu'elle n'est jamais explicitée, elle demeure toujours dans un discours qui ne nomme jamais, au fond, ses cibles, mais aussi une violence plus globalement par rapport à l'espace culturel et épistémologique européen auquel il donne ce nom un peu aventuré d'Occident, puisque l'Occident est la manière dont Foucault, précisément, essaie de nommer ce discours qu'il examine. Si la norme pouvait, dans Surveiller et punir, être encore confondue avec ce que Butler appelle cruellement un romantisme des Français, parce que cette notion de norme, alors, demeure encore dans la négativité d'un pouvoir répressif, la rupture de 1976 apporte l'inimaginable pour la pensée française d'alors, à savoir la possibilité de penser le pouvoir hors de toute négativité, mais comme production, comme prolifération, comme production en extension permanente qui n'a aucun dehors, aucune négativité, aucune, au fond, contradiction au sens précisément de la pensée, je dirais, structurale. En quittant l'espace juridique encore commandé, dirigé par le langage, par les discours, par les signifiants, pour se situer dans l'espace proliférant du bios, de la vie, dans l'espace de la vie qui est son nouvel horizon, Foucault nous ouvre donc à une nouvelle démarche qui, à mon sens, a pour vocation de clore le XXe siècle, comme l'épilogue de son livre « La volonté de savoir » le dit clairement. Mon épilogue, l'épilogue de mon livre, est consacré au gender en devenir, et il prend pour cela en écharpe
le discours contemporain de Butler, pris dans les effets de rivalité, dont un nouveau signifiant tout à fait fascinant, trans et responsable. Je signale à ce titre que l'embarras de Butler, quand cette question trans surgit, pourrait-on dire, comme un enfant qu'on lui a fait dans le dos, est bien ce qui confirme en profondeur le lien entre signifiant et savoir. Il est en effet tout à fait significatif que Butler, dans Trouble dans le genre, Troubled Gender, 1990, qui aspirait à faire du signifiant genre un concept permettant de construire un système critique total, n'a pas été en mesure de donner une place au trans. Dans ce livre fondateur, le trans n'a en effet pas le droit à être pensé en termes de genre. Par exemple, sous la forme du signifiant transgenre, qui aurait été, je veux dire, évident à employer. Le mot trans reste abouché au sexe dans le discours de Butler, à cette vieille catégorie que le genre était censé enterrer, le sexe. En effet, dans le genre, Butler parle de manière systématique des transsexuels. C'est le terme qu'elle emploie de manière systématique. Le trouble dans le genre, donc, ne concerne pas les transsexuels. Le trouble dans le genre n'est pas pensable par rapport au phénomène du transsexualisme, mot qui est devenu pour nous un mot abominable. Il faudra attendre près de 14 ans avec Défaire le genre, Undoing Gender, 2004, pour qu'elle passe du transsexuel au transgenre. Et j'explique dans quelles conditions compliquées. Est-ce un acte manqué? C'est en tout cas, dans les liens sinueux du signifiant et du savoir, un moment où le concept résiste à quelque chose de neuf, qui le conteste de l'intérieur, à partir d'un nouveau signifiant, encore virtuel, qui ne sera donc ni transsexuel ni transgenre, mais tout simplement trans. Commence alors avec l'épilogue une autre histoire, une nouvelle histoire, celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et qui peut-être nous permet de jeter un regard déjà rétrospectif sur la notion de genre et sur l'œuvre de Butler. Cet épilogue, par sa longueur, est presque une 5e partie. De cette manière, il marque le retour en spirale de la question du sexe, en spirale puisqu'il n'est plus à la même place, mais qu'il fait retour sous la forme d'un spectre, celui de l'identité. Cette question, à mes yeux, bouscule le discours de Butler et j'en examine les nouveaux détours. Elle nous bouscule, nous aussi tous, évidemment, par la rapidité, par la violence de son émergence planétaire, signe d'un emballement du langage, d'un emballement de la pensée, d'un emballement des comportements, où se dévoile et s'accentue le caractère problématique, voire énigmatique, de la sexuation, mais aussi voilement de la question du désir, qui était au centre du discours des modernes, au profit d'un autre tourment que je viens de qualifier de spectral, le tourment de l'identité, que je désigne dans la préface de mon livre par le « to be or not to be » de Hamlet. De quel sexe suis-je? Telle est la question. Et je voudrais leur conclure à partir de la question trans, en revenant précisément sur le point de départ de mon propos, la question du savoir, avec 2 remarques. D'une part, une question épistémologique, et puis l'illustration de cette question par un exemple. La question épistémologique relève du symptôme, c'est la disparition d'un réflexe spéculatif de moderne, à savoir interpréter. L'exemple, c'est le documentaire Petite fille de Sébastien Lifshitz, 2020. Je n'ignore pas, évidemment, le statut esthétique de ce documentaire, davantage, je dirais, fait pour les lecteurs de Télérama par son esthétique mainstream que pour les minorités activistes trans. Et donc, mon exemple est sans doute contestable d'un point de vue précisément de cet activisme. Mais je le prends quand même parce qu'il est intéressant, puisqu'il a une fonction de médiation, justement. Un enfant, né garçon, nommé Sacha, présenté comme transgenre, y est l'héroïne d'un combat pour la reconnaissance de son identité de genre petite fille. Le scénario forclôt par avance l'hypothèse interprétative. La parole de l'enfant ne connaît qu'une seule réponse, enregistrée comme telle par les témoins et acteurs du film. Cette réponse est l'approbation. La question, évidemment, n'est pas pour moi de la contester, bien au contraire, mais de m'interroger sur la signification de cette empathie en termes qu'on pourrait dire politiques, mais qu'ici je préfère donc poser en termes épistémologiques. Je ne vais donc pas parler du fait trans lui-même, et je dirais que de cette manière, je comprends assez bien l'interdit que certains mouvements minoritaires trans font de parler des trans sans être soi-même pris dans cette expérience.
Je comprends très bien cette résistance à cela, et c'est pas pour ça, mais entre autres, je m'écarte tout à fait de ce reproche, puisque je ne parlerai pas des phénomènes transcendants mais plutôt des discours du métadiscours, au fond, sur ces questions, et d'ailleurs moins à partir de l'enfant transgenre qu'à partir de la mère qui apparaît dans Petite Fille, et dont c'est déjà une interpellation que de dire qu'elle joue un rôle essentiel. L'omniprésence de la mère, le caractère souvent intrusif de ses gestes, baisers, discours à l'égard de Sacha, le fait que la mère, dès le début du film, explique longuement et avec une émotivité intense que pendant sa grossesse, elle ne désirait qu'une seule chose, avoir une petite fille, ses yeux perpétuellement embués de larmes portés sur Sacha, les caresses débordantes de l'enfant, ne conduisent pas à l'interprétation qui, au XXe siècle, aurait jailli immédiatement. Tout cela, en dehors même de toute prétention clinique, aurait été traduit, interprété comme une projection de la mère sur l'enfant, voire une espèce de lien incestueux, une relation narcissique pathologique. Interprété pour un moderne, c'est poser que les discours explicites doivent être systématiquement déconstruits à partir des signes périphériques ou non qui en déjouent le sens. Dans cette perspective moderne, la mère n'est pas une mère courage qui soutient le combat légitime de l'enfant. La mère est un monstre, comme d'ailleurs toutes les mères le sont pour un moderne. Et il suffit de penser à, depuis Georges Bataille, avec Ma mère, qui est un livre fondateur précisément de cette lecture moderne des rapports de parenté, par exemple. Mais qu'on pense à Duras, depuis son barrage contre le Pacifique jusqu'à son intervention dans l'affaire Villemain en 85, là où la mère est nécessairement meurtrière du fils. Parce qu'il n'y a pas de mère, il n'y a que des femmes qui ratent leur maternité. Je cite Duras, « Ce qui aurait fait criminel Crécine V, c'est un secret de toutes les femmes commun. » Le texte de Duras peut être lu comme une des dernières interventions modernes par l'incroyable violence interprétative, et j'insiste sur le mot interprétatif, quasi hallucinatoire, dont la négativité est le ressort essentiel. Une sublimation de négatif dont le meurtre est l'ombilique et l'horizon, puisque la modernité fut un terrorisme et en ce sens une écriture du sublime. Mais pensons peut-être aussi à Sartre et à cette scène des mots où enfant, ces belles boucles blondes qui, à 7 ans, font de lui une fille, lui sont coupées sur ordre patriarcal de son grand-père, Charles Schweitzer, contre les vœux de la mère Anne-Marie, la fille-mère. Le patriarcat se révélant alors moins comme domination masculine que comme souci de maintenir la différence des sexes et de veiller à la bonne répartition des rôles. Sartre interprète la béatitude de sa mère à le conserver en petite fille comme un sac de névrose, où les fameuses boucles, fascinants fétiches, comblaient sa misère, sa propre misère de fille-mère et son pauvre narcissisme maternant. Je cite Sartre, « Anne-Marie, prénom de sa mère, eût aimé, je pense, que je fusse une fille pour de vrai, avec quel bonheur elle eût comblé de bienfaits sa triste enfance ressuscitée. » Les modernes étaient bien méchants. Ils interprétaient, car ils voyaient précisément des désirs là, aujourd'hui, où il n'y a plus que des évidences qui s'énoncent. Aujourd'hui, Petite Fille, le film nous l'apprend, la mère n'est pas interprétable. Mais plus globalement, c'est le film dans sa configuration entière qui n'est plus interprétable, qui doit échapper à l'interprétation, à la méchanceté de l'interprétation. Pourquoi ? Il ne faut pas dire que Sacha désire être une petite fille. Désir qui ravit les modernes, confirmant par là le caractère, le polymorphisme libidinal de l'enfant. Il faut dire que Sacha est une petite fille. Pas qu'il désire, mais qu'il est une petite fille. Or, ce passage d'un énoncé à l'autre, de Sacha désire à Sacha est, peut être lu comme une coupure épistémologique fondamentale, une rupture dans le savoir, une rupture dans notre rapport au savoir. Désirer engage un régime de sens devenu aujourd'hui inaudible, car ce qui est inaudible aujourd'hui, c'est le sens. Le sens en tant qu'il nous rattache au sujet, à la contestation de soi permanente que le sujet entretient avec lui-même, qui engage toute une subjectivité et donc l'interprétation infinie et donc précisément cette méchanceté infinie dont Sartre ou Duras pourraient être des exemples, et auxquels donc se substituent désormais des faits, des états de fait, devenus la prose du monde. Ainsi, si le signifiant trans agit et se diffuse, ça n'est pas seulement comme signifiant, mais c'est au travers d'une grammaire, est, dans des énoncés qui fonctionnent tout autant comme rupture
que le signifiant lui-même. Nous sommes passés du trouble dans le genre à la transe dans le genre. Qu'est-ce qui, dans l'énoncé « je suis une petite fille », dans un corps de garçon, résiste à l'interprétation? Qu'est-ce qui fait que cet énoncé résiste précisément, refuse l'interprétation? C'est-à-dire l'expérience moderne, et résiste au savoir qui fonde cette expérience. Eh bien, ce sont deux traits fondamentaux qui précisément proviennent directement de la théorie du genre et qui s'affirment par là directement comme théorie. La performativité et l'itération. L'acceptabilité de l'énoncé « je suis une petite fille » prononcé par l'enfant Sacha, cette acceptabilité de l'énoncé qui nous le rend contemporain et fait de nous ses contemporains tient d'abord en effet à sa performativité, c'est-à-dire au fait qu'on le reçoit comme acte de parole où l'énoncé est un fait. Performativité au sens butlérien, c'est-à-dire l'extension inouïe des possibilités que le langage a d'accéder à ce statut qui, à ses yeux, en effet, nous débarrasse de tout romantisme individuel, de toute négativité, de tout métaphysique, où le langage est la machine sociale totale en marche, tout simplement. Ce qui permet aux performatifs d'accéder au champ social dans sa totalité interactive, où nous sommes pris dans des réseaux d'échanges, de communication, et ça, quels que soient les échecs ponctuels qui peuvent avoir lieu ici ou là. Ce qui permet ça, c'est ce qu'elle appelle l'itération, c'est-à-dire le fait que l'énoncé s'inscrit dans des processus de répétition sociale, de globalité, d'ancrage dans le champ social, et que précisément les énoncés ne doivent jamais être perçus comme des énoncés uniques, des énoncés d'exception. Je suis un voleur, dit Genet. Mais voilà, ça c'est un mauvais énoncé subjectif. Mais dont la performativité ne tient pas justement à la fulgurance subjective d'un cri, au romantisme précisément du cri, mais au fait que cet énoncé répète quelque chose qui est inscrit dans le champ social comme processus d'échange répété. L'itération suppose que les messages, comme faits sociaux, sont pris dans un vaste système d'interaction et de répétition qui est de structure et qui obéit donc au cadre conventionnel des échanges, celui du langage ordinaire, qui est, vous le savez peut-être, l'horizon du discours analytique et pragmatique. Ainsi, si l'énoncé « je suis une petite fille » accède à une performativité, c'est aussi parce qu'il est itératif et qu'il s'inscrit dans un vaste ensemble qui appartient au fait social trans, dont l'énoncé de Sacha n'est qu'une itération parmi tant d'autres. Nous sommes touchés et en interaction avec lui, nous l'acceptons, nous validons, non parce qu'il serait l'expression d'un désir de souveraineté d'un sujet, mais parce qu'il s'inscrit comme un message social dans le champ d'un discours déjà là, qui tourne de Tokyo à Los Angeles, de Pékin à Londres, qui tourne en boucle et dont la performativité tient précisément à cette itération. Voilà pourquoi, si Judith Butler a raté le signifiant trans, elle a fourni le cadre épistémologique, le cadre de savoir par où ce signifiant est en mesure de produire des énoncés qui le constituent, ce phénomène trans, et le coagule comme groupe social légitime. Et sans doute, alors, comme groupe social, les trans sont-ils un petit peu ingrats de lui avoir lancé, comme un n'importe quel transphobe, « fuck you, Judith Butler ». Merci. Merci beaucoup, Éric Marty, pour ce parcours formidable d'un livre qui ne l'est pas moins et qui, j'espère, donnera envie de vous lire à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je retiens pour ma part notamment deux points, énormément de choses, mais quelque chose que j'ai trouvé absolument formidable dans votre travail, c'est ce Butler à une logique, c'est-à-dire comment, là où moi j'avais plutôt un peu l'idée que Butler ne comprenait rien à Lacan, vous montrez son rapport à la philosophie et la stratégie au fond de lecture de Lacan et des philosophes très finement, et je trouve tout à fait formidable votre travail sur la langue. Comment vous partez d'un travail sur la langue pour essayer de déplier cette trajectoire et ses conséquences, et notamment tout ce que vous venez d'apporter sur le performatif et l'itération, qui est vraiment tout à fait nouveau et intéressant. Enfin, voilà. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus. En effet, alors j'étais frappé du fait qu'en fait, Butler est professeur de rhétorique à Berkeley. Oui.
sa fonction, c'est... Et d'où le fait d'ailleurs qu'elle utilise beaucoup de concepts de rhétorique, la métalepse, la catachrèse, et dire qui rend ses propos parfois, je pense, incompréhensibles pour le lecteur ordinaire, parce qu'il y a un usage des mots de rhétorique qui sont très très précis et très bien employés. Mais son métier, sa pratique d'enseignement est de manière substantielle liée à la rhétorique. Et en effet, il y a une rhétorique, son discours a une puissance rhétorique extrême, très forte, et on pourrait dire, voilà, Butler, c'est la rhétorique, pas du tout au sens méprisant que peut avoir cette expression, dire oui, c'est la rhétorique, non, au sens d'une conscience de ce qu'est le discours, de ce qu'est son efficacité ou pas, de ce que ça veut dire persuader. Et la rhétorique, c'est l'art de la persuasion. Et en ce sens, oui, c'est en ce sens qu'en effet, je crois, une grande intelligence stratégique de Butler, quelque chose d'une stratégie qui n'est pas seulement une stratégie intellectuelle, presque une stratégie vitale, où se construire comme penseuse, relève en effet de choix, de décisions, de prise de position, de situation par rapport à X et Y, de placer, notamment par rapport évidemment aux intellectuels français, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup importé, mais de le placer par rapport à eux avec toujours une intelligence très profonde, précisément de la fonction des places, les places de discours. Et ça, effectivement, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on m'a été reproché de jouer au maître d'école avec Butler en dénonçant ses erreurs. Non, j'ai établi en effet des formations, des défigurations, mais je montre qu'en même temps, c'est pris chez elle dans un projet rhétorique, lui aussi complètement assumé, qui donc suppose le caractère vulnérable au fond ce qu'elle dit, ce qui est assez fascinant lorsqu'elle dit que au fond, plus un discours conceptuel, plus il est vulnérable à la réinterprétation et à la reconfiguration, parce que précisément en tant que conceptuel, il a une puissance de réfraction suffisamment grande pour être en quelque sorte renversé, déplacé. Et il y a donc chez elle une conscience très 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 vive, en effet, de son rapport de réécriture, et non pas, c'est pas du tout quelqu'un qui ne comprend rien à Lacan, en effet. Je pense qu'elle comprend beaucoup de choses, et elle montre très souvent ça, surtout à quelle époque où elle écrit ça. Finalement, beaucoup de textes qu'aujourd'hui qui nous sont familiers ne sont pas connus, et donc Lacan est peut-être plus difficile encore à utiliser. Eh bien non, elle le fait avec une connaissance, je le trouve, assez impressionnante quand même de Lacan. Et voilà. Oui, et vous en montrez en plus les conséquences formidables, comment ça imprime un nouveau paradigme, et ça, je trouve que c'est vraiment très important. Alors, je vais passer la parole aux discutants. Oui, alors merci beaucoup Éric Marty pour à nouveau ce parcours du sexe des modernes que vous avez refait pour nous aujourd'hui. Votre livre m'a conduit à me poser des questions que je ne m'étais pas posées de cette façon jusque-là, tant il est riche, aussi bien sûr sur Butler et la French Theory et les sources françaises de Butler, que sur Lacan et la psychanalyse. Alors je vais vous faire quelques remarques pour lancer la discussion, vous poser quelques questions, vous répondrez à celles que vous souhaitez. J'avais envie de partir d'une phrase que vous écrivez à la fin de votre livre, page 489, et qui ramasse, me semble-t-il, la perspective butlérienne telle que vous la déchiffrez de la sexualité. Vous dites, vous écrivez plutôt, si le concept de gender semble avoir achevé sa mission déconstructrice si rapidement, c'est que plutôt que de l'inscrire dans l'aventure libidinale, érotique, perverse, fantasmatique que chaque sujet engage dès sa naissance avec le sexe,
il s'est agi pour Butler d'une désubjectivation radicale de cet événement inouï, primitif, vital et énigmatique qu'est la sexualité. Voilà. Donc c'est vrai que cette phrase a fait mouche pour moi, parce que vous interprétez Butler à partir de cette question de la désubjectivation de l'événement de la sexualité, et évidemment du point de vue de la psychanalyse, du point de vue de la clinique analytique, il faut un forçage conceptuel au niveau de la pensée pour aborder la sexualité en la désubjectivant. Donc la première question que je me suis posée porterait sur la distinction entre le trouble dans le genre, dont on pourrait penser qu'il conduit à une question, cette expérience du trouble dans le genre. Donc comment est-ce qu'on peut distinguer le gender trouble au sens de Butler et l'énigme du sexuel, l'énigme du désir, finalement, au sens de la psychanalyse et au sens de Lacan. Ça serait voilà, première question. Et si vous voulez, j'en pose une deuxième, et puis après, vous répondrez, je vous redonne la parole. Alors, la deuxième question, qui poursuit finalement la première, elle a aussi à voir avec le désir et avec ce que vous venez de dire de l'interprétation, du statut de l'interprétation aujourd'hui sur la sexualité. J'étais particulièrement intéressée par la dernière partie de votre livre sur Michel Foucault, le post-européen, aussi parce que vous y confrontez le dernier Foucault à Lacan. Et vous faites valoir deux paradigmes sur l'événement de la sexualité. Un paradigme qui serait plutôt ancien régime et qui se référerait à Lacan, et un paradigme avant-gardiste qui serait celui proposé par Foucault. Le paradigme ancien régime, c'est celui qui pense le sexuel à partir du ternaire du désir, de la loi et de l'interdit. Et le paradigme avant-gardiste, c'est celui qui pense le sexuel à partir du plaisir, de la vie et de la norme. Et donc, et vous vous dites d'ailleurs que Foucault est assez ironique à l'égard de l'homme de désir, et j'ai pensé que Lacan, lui, était plutôt ironique à l'égard de l'homme de plaisir, puisqu'il fait de l'ironie sur l'hédonisme, qui considère, il va jusqu'à dire que c'est une escroquerie, si on prend en compte l'au-delà du principe de plaisir. Alors, à partir de ces deux paradigmes que vous opposez l'un à l'autre, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait penser depuis le paradigme foucaldien, donc du plaisir, de la norme et de la vie, comment est-ce qu'on peut penser, justement, subjectiver l'événement de la sexualité ? Comment est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut encore penser quelque chose de l'ordre d'un traumatisme sexuel, ou est-ce que finalement la rencontre du sexuel n'est plus censée d'aucune manière faire trauma? Parce que vous dites, à propos de ce paradigme, vous écrivez page 400, et ça m'a frappé, Foucault ne voit pas ou ne veut pas voir que la sexualité peut s'exercer comme pouvoir. Donc évidemment, ça m'a intéressée, puisque Foucault, qui justement a consacré une partie de son travail à dénoncer l'exercice du pouvoir sous les espèces, que ce soit du pouvoir disciplinaire, du pouvoir, du biopouvoir. Là, finalement, vous nous montrez qu'on arrive à un moment de sa pensée où on ne peut plus penser la question de la domination sexuelle, la question du consentement, la question du forçage, et ça va jusqu'à une extrémité qui conduit Michel Foucault à affirmer dans un de ses dits et écrits, Choix sexuels et actes sexuels, que la grande interdiction de l'inceste est une invention des intellectuels. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus penser le trauma qui résulterait de la transgression de cet interdit.
Alors voilà, donc je me suis questionnée sur ce nouvel abord de la sexualité. Évidemment, chez Lacan, il y a aussi un au-delà du désir de la loi et de l'interdit. Il y a aussi la question de la jouissance qui n'est pas soumise à l'interdit. Mais tout de même, de préserver, disons, la possibilité d'interpréter la parole du sujet, que ce soit sur son traumatisme ou sur le trouble de son désir, permet aussi de faire une place finalement à cet événement de la sexualité pour lui. Voilà. Donc ça m'a vraiment questionnée. Et peut-être dernier point, la question de la performativité, finalement, que vous avez évoqué là pour terminer. Évidemment, elle interroge aussi parce que Lacan a aussi fait référence à la performativité, mais il en fait un autre usage, parce que dans le début de son enseignement, il s'appuie sur Austin, sur Quand dire c'est faire, pour montrer que la parole, dans sa dimension symbolique, a aussi quelque chose de performatif. Mais c'est pas pour ça qu'on l'interprète pas. Voilà, bon, petite remarque pour commencer la discussion. Merci beaucoup pour ces questions. Pour la première, alors je vais passer par une autre figure, une autre époque, parce que en faisant ce livre, j'ai découvert un texte absolument qui moi m'a beaucoup impressionné, un texte d'Adorno. Adorno c'est un philosophe, disons, post-marxiste qui est juif, qui doit donc quitter l'Allemagne en 1933, qui vient aux États-Unis et qui va développer toute une pensée de la culture, de l'industrie culturelle, des mythes. Enfin, il y avait une réflexion critique qu'on a appelée la philosophie de l'école critique de Francfort. Bon. Et aux États-Unis, il fait l'expérience de la psychanalyse américaine. Et il ramène de cela une conférence qui n'a pas été publiée à ce moment-là en français, en tout cas, qui a été publiée seulement récemment, il y a quelques années, qui s'appelle la psychanalyse révisée. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on croirait précisément, je réponds à votre première question là, on croirait retrouver dans la révision de la psychanalyse précisément ce phénomène de désubjectivation que je pointe chez Butler et que vous avez remarqué. À savoir le fait que ce que montre Adorno, c'est au fond comment la psychanalyse américaine ne cesse de vouloir substituer au trauma psychique individuel des traumatismes sociaux et à partir de là permettre précisément bien sûr la réadaptation du sujet de l'individu, du patient à ce système et qui a donc une réécriture intégrale de tout ce qui précisément relève des grands mythes constitutifs du psychisme dans la psychanalyse européenne, pourrait-on dire, par justement une sorte de démythologisation également de l'espace psychique et qui va dans le sens justement de se défaire au fond. Alors j'ai employé un terme de romantisme, de se défaire de ce que Butler pointe également, elle, comme le romantisme français, ou de ce quelqu'un comme Austin, dans son livre où ils font l'idée des performatifs, de ce qu'il voit comme de ce qu'il y a de littéraire, avec beaucoup de mépris, dans la philosophie continentale. Et je crois qu'il y a là dans la manière qu'a en effet Butler de proposer une forme de désubjectivation de la sexualité et penser le genre justement en termes psychosociaux, de psychosociologie en quelque sorte, va dans ce sens-là, va dans le sens d'un effacement au fond culturel, je pense, d'un monde qui est étranger à son propre projet, à sa propre sensibilité aussi, personnelle sans doute. Et on pourrait donc peut-être associer ce que vous avez pointé donc dans mon livre, associer cela avec une opération très impressionnante
d'inscrire l'empire du sociologique, en quelque sorte, comme espace, au fond, qui nous débarrasse de toutes les élucubrations, je dirais, culturelles européennes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette désubjectivation n'a rien d'étonnant, puisque, au fond, dans la pensée de Butler, j'ai appelé ça un mix de philosophie analytique et de pragmatisme. Bon, c'est pas très rigoureux comme désignation, mais en gros c'est ça. Eh bien, le dogme fondamental, c'est précisément l'idée de dépasser l'idée d'un sujet souverain. C'est l'idée de la post-souveraineté, l'idée qu'il faut précisément abolir cette illusion qu'il y aurait un sujet souverain. Et pour Butler, au fond, tout sujet, même si c'est un sujet fendu, un sujet troué, un sujet plein de tel que la modernité a pu le concevoir, reste malgré tout, malgré ces espèces de trouage du sujet, reste malgré tout au fond modelé sur le sujet souverain. Et donc la seule position, c'est pas d'arriver à une sophistication des phénomènes subjectifs, c'est de se débarrasser complètement de cela en voyant essentiellement donc des processus que j'ai indiqués. Au fond, le sujet, nous sommes des phénomènes interactifs, nous sommes des sortes d'éléments d'intervalle entre des messages sociaux auxquels nous répondons, qui nous constituons, et c'est cela qui constitue précisément à la fois le lieu où on est fabriqué et le lieu où il y a des émancipations peuvent avoir lieu. C'est-à-dire que c'est dans ce processus mécanique, je dirais, d'interaction des messages sociaux que nous sommes à la fois donc fabriqués et nous sommes genrés par des sortes de messages normatifs qui nous imposent, des choses comme ça, mais c'est dans leur dysfonctionnement même, puisque les normes qu'ils posent sont toujours des normes si dures qu'elles ne peuvent pas se réaliser complètement. C'est dans ces dysfonctionnements des normes que, du coup, nos réponses perturbent ces normes et, précisément, inscrivent du trouble. Donc, partir de l'idée, au fond, d'une transgression individuelle, d'une transgression subjective, est complètement, pour Butler, complètement aberrant, n'a pas de sens. C'est rentrer, c'est demeurer précisément dans l'espace de la pensée européenne, dans une certaine métaphysique qui continue malgré tout, quelle que soit la volonté des modernes de s'en débarrasser, qui continue malgré tout de nous imprégner. Et donc, d'où l'idée donc d'une pensée qui est réellement une pensée qu'on pourrait dire donc oui psychosociologique, où il n'y a plus de sujet en tant qu'au sens précisément où la psychanalyse maintient l'idée d'un sujet, y compris dans les élaborations les plus sophistiquées du sujet. Voilà. Sur Foucault, moi c'est pour ça que j'ai consacré en fait une partie entièrement à lui, parce que j'étais complètement troublé, fasciné par le caractère imprévisible et vraiment la volonté de rupture qu'il y a chez Foucault. Alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est un paradoxe, c'est qu'en 1976, donc, il publie La volonté de savoir, où il dit en gros, eh bien, la sexualité, c'est une invention de l'Occident, et l'Occident a surévalué le sexe, en a fait le centre, au fond, de nos comportements, et en fait, il n'y a pas l'idée de répression est une idée du sexe complètement mineure. En réalité, l'Occident, surtout, n'a cessé de nous faire parler, le sexe, d'en faire un élément productif. Paradoxe, parce que c'est à ce moment-là que précisément Foucault se met à parler du sexe, se met en effet dans de nombreuses interventions très importantes, pas seulement les interviews pour Guépier ou pour les magazines Homo, mais dans des interventions beaucoup plus solides, celles-là sont aussi solides, mais des interventions plus sérieuses, disons plus institutionnelles, intervient sur cette question, et au travers en effet d'élaboration de catégories très paradoxal, par exemple, que dans la relation SM, il n'y a pas de maître. Alors qu'évidemment, toute la mythologie du SM, y compris celle de Deleuze, quand Deleuze écrit son portrait de Sacha Masoch, eh bien, c'est la maîtresse, il y a tout le mythe romantique, justement. C'est pour ça que Butler n'a pas tort de nous se moquer de nous cruellement
en nous plaquant ce terme de romantisme, eh bien, en effet, Deleuze va développer toute une pensée du masochisme liée à l'ironie, liée à des paradoxes logiques, liée au renversement et liée à la figure de la maîtresse comme élément mythique. Et Deleuze dit non, au fond, la relation SM est une relation sans maître, et il démolit à ce moment-là l'idée, parce que c'est une idée très à la mode à ce moment-là, le concept de maître qui vient évidemment de chez Lacan, mais par exemple l'idée de souveraineté, l'idée de la Boétie, de soumission volontaire, oui. Voilà, ça se fait volontaire, je trouve ça ridicule. Enfin, toute l'idée qu'il y aurait justement des rapports de domination, en effet, il les balaie, au profit d'ailleurs d'une pensée qui n'est pas loin de la pensée analytique que je viens de résumer, à savoir celle de l'interaction, celle du jeu. C'est le concept de jeu devient à ce moment-là pour lui une notion très importante, et parce que là encore pour lui, et c'est en ça qu'il précède Butler et qu'il l'inspire, là encore, pour Foucault, c'est la notion de sujet qu'il faut absolument balayer, parce que la notion de sujet, donc, c'est ce qui maintient l'idée d'une vision métaphysique du monde. Mais plus encore, me semble-t-il, et c'est ça qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au fond, tout cela pourrait se résumer à un acte fondamental de Foucault, qui est de débarrasser le tout négatif. C'est-à-dire, le négatif, au fond, pour Foucault, c'est un parasite métaphysique qui vient jouer un mauvais rôle dans l'histoire. En réalité, une vraie pensée matérialiste du monde, eh bien, écarte la négativité. Parce qu'il n'y a pas de dehors à ce qui existe. Et donc, il faut toujours penser les choses en termes de production. Et la norme, par exemple, la norme cesse d'être un élément de négativité tel qu'il a pu être pensé par lui dans « Surveiller et punir », comme je le disais, pour devenir, au contraire, une norme qui ne cesse d'inciter, de produire, de s'étendre, de croître. Il faut absolument évacuer, et c'est une décision, là, qu'on pourrait dire épistémologique, vraiment. Il s'agit d'écarter le non du discours qui décrit le monde, parce que le non introduit, justement, introduit une scission, introduit une coupure, qui est une brèche par où la métaphysique peut revenir et peut donc de nouveau nous réintroduire des catégories auxquelles Foucault ne veut plus avoir affaire, qui sont celles justement de transcendance, de sens, de sujet, etc., que j'ai indiquées. Et d'où, par exemple, cette idée absolument stupéfiante, comme vous l'avez signalé, l'interdit de l'inceste est une invention intellectuelle. Pourquoi ? Eh bien, au fond, parce que le pouvoir, au fond, le négatif, au fond, c'est le pouvoir qu'il invente pour mieux s'y dissimuler. Le pouvoir ne cesse de dire qu'il est méchant, mais c'est précisément pour se rendre acceptable, parce que cette méchanceté va jouer ce rôle de cible. Et l'intellectuel, alors c'est Lévi-Strauss qui est visé là-dedans, évidemment, mais pas seulement, est celui qui collabore avec le pouvoir en réintroduisant du mythique là où il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, justement, je finis ma phrase, mais je vous laisse. Bien sûr. C'était parce que ça va dans ça rebondit sur ce que vous êtes en train de dire. Je finis. Oui. Il dit, voilà, de manière un petit peu presque poujadiste, montrez-moi l'intérêt de l'inceste. Voilà. Il interroge les intellectuels. Parce que justement, j'avais une question qui est tout à fait sur ce point-là. C'est une question avec deux volets qui, disons, sur le sujet et les normes aussi, vous avez déjà en partie répondu, et sur le fait que le genre n'est pas une construction symbolique, mais sociale, ce que vous montrez bien dans votre livre. Où donc vous dites que finalement c'est en effet ce passage de la loi, qui a eu ce geste fondateur de Foucault de montrer comment on était passé d'une société de la loi à une société des normes, et que c'est à partir de là que la pensée du genre a été rendue possible. Et justement, je me disais qu'il faut bien avoir en tête de quelle loi on parle en fait. La loi qui est attaquée par Foucault, c'est vraiment la loi symbolique, l'idée qu'il y aurait une loi symbolique structurant l'existence humaine.
Et ce que vous restituez fort bien, juste page 258-267, il y a vraiment une dizaine de pages formidables sur la façon dont Lévi-Strauss a voulu faire de l'interdit de l'inceste véritablement une coupure, une coupure fondamentale, et puis comment Lacan a repris ça avec le nom du père, la castration, voilà. Et donc, ce que Foucault rejette, finalement, c'est l'idée qu'il y aurait une prohibition première des interdits princeps qui auraient un rôle fondamental dans la formation des sujets. Et donc, il demande, montrez-moi en effet quel est le fonctionnement réel de la règle de l'inceste. Il parle de règle, et donc, avec cette volonté empirique dont vous venez de parler. Et donc, voilà, il me semblait que Foucault, vraiment, ce qu'il récuse, c'est l'idée que la constitution de la subjectivité serait liée à une expérience originelle, un événement fondateur qui formerait vraiment le socle d'une anthropologie universelle. Il récuse... voilà. Et donc, de là, le passage de la loi aux normes, où il essaye... de penser comment un sujet produit par les normes et non plus par la loi. Et d'ailleurs, donc avec ce que vous avez bien rappelé, le fait que la loi est marquée d'une transcendance, d'une négativité, l'interdit, etc., tandis que la norme, elle est multiple, productive, immanente, positive, etc. Et d'ailleurs, Foucault, il y a aussi vraiment la psychanalyse lacanienne qui est visée là-dedans dans la volonté de savoir, l'idée que la loi serait constitutive du désir, où il situe comme ça la psychanalyse comme une rétroversion historique, comme il dit, en montrant que vraiment la psychanalyse, en mettant la loi au centre de la constitution subjective, ne voit pas le changement moderne dans la forme du pouvoir et dans le dispositif de sexualité. Alors, ma première question serait finalement quel est pour Foucault l'enjeu stratégique de ce passage de la loi aux normes et de cette récusation de la loi symbolique? Est-ce que c'est de penser à faire le sujet, une certaine fabrique du sujet qui permettra ensuite un défaire, comme on trouve ça chez Judith Butler, c'est-à-dire de montrer que, dans une perspective de constructivisme historique, de montrer que ce qui a été construit peut tout à fait être déconstruit. Et dans le fond, les normes seraient moins rigides, moins dures que la loi, au sens de la loi symbolique. Il y aurait un jeu possible supplémentaire. Mais alors là, on voit qu'on se retrouve, en effet, sur la question du sujet et des normes, on se retrouve très vite dans des tas de contradictions. C'est-à-dire que d'un côté, ce que j'avais beaucoup aimé dans votre entretien avec Jacques-Alain Miller dans Lacan quotidien, c'était, quand vous expliquiez, disons, le sociologisme inflexible de Judith Butler, son évacuation de la subjectivité. Donc, comment... d'un côté, on a l'impression que dans le gender, il y a cette idée qu'on trouve chez Foucault aussi, qu'on est toujours déjà piégé, qu'il n'y a aucun, il y a pas de marge de manœuvre, que si le sujet est intégralement produit, eh bien, il ne peut pas se libérer. Et puis d'un autre côté, on montre que, si en fait, il y a des interstices entre les différents régimes de normes, que là, le sujet peut quand même, il y a quand même du sujet. Et puis on tombe à l'inverse. Donc d'un côté, il y a l'impression d'une impuissance, d'une impossibilité, que rien n'est possible. Et d'un autre côté, quand on écoute souvent les tenants du genre, on a dans leur discours affaire à quelque chose de tout à fait inverse, très utopique, du côté que tout serait de l'ordre d'une performance généralisée, que tout serait possible, qu'il n'y a pas de réel impossible, que voilà. Donc ça, c'était ma première question sur. En effet, on comprend rien sur qu'est-ce que c'est que ce sujet. Le sujet et les normes. Et d'ailleurs, il me semble que Foucault a essayé de résoudre un peu ça, avec les notions de subjectivation et de problématisation dans les deux derniers tomes, la notion d'usage aussi. Par exemple, Guillaume Leblanc met beaucoup l'accent sur ça, comment il y a quand même possibilité de faire usage des normes. Voilà. Donc ça, c'est mon premier volet. Et puis la deuxième question que j'aurais, c'est
finalement, concernant la loi symbolique, si on regarde l'évolution de l'enseignement de Lacan, on voit que Lacan lui-même est passé à l'envers de lui-même, qu'il a, dès les années 30 d'ailleurs, il diagnostiquait un déclin du nom du père, et donc il n'était pas du tout aveugle, contrairement à ce que pensait Foucault, disons, l'évolution, ce qu'il appelait l'évolution de la fonction sexuelle en train de se réaliser sous ses yeux, et donc il a lui-même, dans le fond, apporté sa propre généalogie de la société de normalisation, Lacan, en montrant comment on est passé, comment le nom du père s'est pluralisé, comment on est passé d'un régime de la loi et de l'interdit à une société du pouce au jouir, du surmoi, et donc, ça, c'est la deuxième question. Il y aurait donc plus de convergence que Foucault ne l'imagine entre, finalement, le dernier Lacan et ce que lui-même avance. Mais quand même, où, d'après vous, passe ce qui sépare les Foucaldo-Butlériens des Lacaniens? Je suis tombée sur un passage de votre livre qui m'a beaucoup intéressée. C'est page 453 sur la notion de désexualisation. La désexualisation et le neutre, où vous dites... mais si Foucault s'était trompé, si la désexualisation qu'il a fait sienne avait été de tout temps l'obsession des modernes, désexualisation dont le préfixe « dé » d'ailleurs est si typique de la pensée du neutre. Et là, vous faites référence à ce fameux entretien de Jacques-Alain Miller avec Foucault et puis les jeunes lacaniens, qu'il faut absolument lire, ça se trouve dans les dits et écrits, Le jeu de Michel Foucault, ça s'appelle cet entretien de 77. Et où voilà, donc ma question c'est sur où on se rend compte que Foucault ignore l'axiome il n'y a pas de rapport sexuel. Voilà, et donc vous dites dans le fond il y a une désexualisation chez Lacan avec ce il n'y a pas de rapport sexuel, mais moi ma question c'est quand même pas la même désexualisation que celle qu'il y a chez Foucault, on est d'accord? Oui. Alors oui, alors en effet, d'abord mon livre c'est un livre aussi d'histoire et qui montre que l'histoire est très compliquée. Et vous faites allusion à cet entretien que Foucault a avec les jeunes lacaniens de l'époque, la première génération de Jacques-Alain Miller et d'Alain Gros-Richard, enfin toute cette génération-là. Et d'ailleurs, ça montre aussi le caractère très aventurier de Foucault qui vient de sortir La volonté de savoir, qui est un livre, un brûlot anti-lacanien, et qui se confronte... les mains dans les poches comme ça, face à des lacaniens qui sont à l'époque très dogmatiques, qui sont en tout cas très terroristes aussi, qui vont pas reculer pour interroger Foucault et c'est stupéfiant en effet de voir qu'à l'époque, en 76-77, où cette fameuse phrase de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, mais vraiment court de bouche en bouche et d'oreille, eh bien, Foucault dit j'ignorais absolument ça. C'est fascinant parce que ça montre aussi ce qu'est l'histoire intellectuelle dans ces espèces de précipices, d'incompréhension et de discontinuité, et aussi d'oubli des penseurs de leur propre doctrine. Comment un penseur peut oublier ce qu'il a dit? Comment Foucault peut oublier Histoire de la folie. Histoire de la folie que je considère moi comme un texte du côté justement du neutre, puisque la déraison, qui est le vrai lieu, qui est le vrai espace, qui n'est jamais d'ailleurs décrit par Foucault, mais qui est le vrai espace qui s'oppose à l'opposition folie-raison, la déraison, est un concept du neutre, qui est un espace qui est la déraison. Là encore, on trouve le dé de la désexualisation des raisons, qui est un espace justement insituable, qui est simplement le neutre en tant que contre-paradigme, puisque le neutre, c'est le troisième du paradigme, ni oui ni non, ni raison ni folie, des raisons. On est dans le système du neutre qui vient déjouer le paradigme. Bon, Foucault, il est évident qu'il a oublié cela, comme il méconnaît l'énoncé de Lacan, voilà. Et donc dans mon livre, je m'intéresse beaucoup aussi, à côté des grands textes théoriques, à des éléments, des épisodes qui sont révélateurs. Pour répondre à vos questions, j'en citerai un autre, c'est la confrontation entre Jean Laplanche et Foucault. Il y a aussi, c'est un dialogue entre Laplanche et Foucault, et Laplanche est le premier à diagnostiquer chez Foucault, dans son fameux énoncé « Nous sommes passés d'une société de la loi
c'était la norme, non pas du tout un énoncé généalogique, mais un désir. Il dit, voilà, c'est ce que vous voulez. En fait, ce que Jean Laplanche, pour ceux qui l'ignorent, c'était un psychanalyste, grand psychanalyste et grand théoricien de la pensée, qui est l'auteur du grand vocabulaire avec Pontalis de psychanalyse. Et Laplanche, donc, voilà, ce qu'il fait, c'est le premier à faire un diagnostic de Foucault devant lui et lui dire, voilà, renvoyer au fond cet énoncé-là à un vœu, à un désir, et à ce moment-là, précisément, Laplanche lui dit, eh bien, vous qui lancez la loi, vous n'imaginez pas à quel point votre norme va être une sorte de prolifération épouvantable de contraintes et d'abominations et de catastrophes pour le sujet. Donc, voilà, je pense que ça répond en partie à votre question. Qui me ramène justement à ces questions justement alors par exemple sur cette idée d'interdit de l'inceste, je reviens un tout petit peu. Pour dire simplement que quand Foucault dit c'est un mythe intellectuel, moi la lecture que je fais du texte de Lévi-Strauss où il décrit précisément l'inceste vérifie ce que dit Foucault. C'est en effet un mythe. C'est-à-dire que Lévi-Strauss décrit l'inceste comme l'intervention. L'intervention, tout d'un coup, il y a une intervention avec un grand I qui interdit en effet les relations. Et à ce moment-là, tout d'un coup, je sais que si moi je ne peux pas coucher avec ma mère, à ce moment-là, un autre homme là-bas a le même interdit et donc je pourrais coucher avec quelqu'un d'autre. Il y a une forme de réciprocité symbolique qui s'organise et ça y est, le monde est réglé, la loi opère. Et en effet, le texte de Foucault, de Lévi-Strauss est magnifique dans sa description, mais il a un côté Jean-Jacques Rousseau, l'origine de l'égalité parmi les hommes, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de mythique. Et donc, en ce sens, Foucault donc n'a pas complètement tort de voir un mythe, mais en même temps, il y a quelque chose évidemment de fictif dans la position de Foucault, c'est-à-dire qu'il s'agit pour lui de détruire absolument, réellement de raser l'entreprise moderne, et en touchant quand même à ce qui est au cœur, parce que l'inceste, c'est quand même c'est un élément fondateur du socle de la pensée moderne, et donc en allant sur ce point-là, d'en faire voilà. Et en effet, parce que l'interdit, c'est encore la loi, et c'est l'obsession de Foucault de nous débarrasser de la loi, et pas seulement pour des raisons philosophiques, d'écarter la métaphysique et d'arriver à une pensée entièrement immanentiste du monde, où tout est à l'intérieur du jeu, et où tout est pensable en termes de jeu interne. C'est aussi, effectivement, comme l'a dit Laplanche, je pense, une position et un acte stratégique, un acte presque militant, pourrait-on dire, et qu'on pourrait penser que la pensée de Foucault est quand même une pensée marquée par ce souci de stratégie, de militantisme et de pensée qui a aussi une dimension affirmative de l'énoncé philosophique et une dimension... voilà. C'est pour ça que Foucault va... je vais être un peu long, mais enfin, est-ce qu'il y aura une question juste... Voilà, je voudrais juste terminer là-dessus. C'est l'idée qu'au fond, cette norme qui se situe à la loi, en effet, c'est une norme qui est complètement pensée à l'envers de la doxa moderne, qui est un processus non seulement qui n'est plus répressif, mais qui est non seulement, donc n'étant plus répressif, serait un simple phénomène de régulation, mais précisément aussi ce qu'on pourrait appeler un phénomène d'incitation. Et je voudrais juste, pour terminer, lire un tout petit passage de Foucault qui montre l'espèce de côté provocateur de Foucault. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver dans l'instant, donc on va peut-être laisser tomber. Oui, voilà, quand il dit, voilà, ça me semble très important. Et si le pouvoir n'avait pas pour fonction essentielle de dire non,
Donc, hypothèse. Si le pouvoir n'avait pas fonction de dire non. Si le pouvoir n'avait pas fonction d'interdire et de censurer, mais de lier selon une spirale indéfinie de coercition, mais de lier selon une spirale indéfinie la coercition, le plaisir et la vérité. Bon, voilà, donc c'est cette idée que de tout renverser et de faire du pouvoir quelque chose qui n'est plus en effet à penser en termes de répression, mais en termes de jeu, en termes de relations, en termes d'instances d'incitation et d'instances de production. C'est là, me semble-t-il, le nœud essentiel de Foucault. Et petite parenthèse, petit post-scriptum, pour montrer les jeux que j'établis entre ces penseurs, il me semble que la source de ça, c'est Louis Althusser, dont l'obsession, c'est de débarrasser, vous le savez, le marxisme de toute empreinte métaphysique. Hegel, il faut virer Hegel de la pensée marxiste, il faut absolument en faire une pensée réellement matérialiste, purement. Et son texte, donc Appareil idéologique et d'État, qui est un texte que je cite beaucoup au début parce que Butler l'a lu, elle aussi, et pas par hasard, et elle y trouve beaucoup de choses. Eh bien, c'est dans ce texte que Louis Althusser précisément propose cette idée d'écarter le négatif de la pensée et d'en faire quelque chose qui soit étranger à la pensée pour ne penser plus qu'en termes de positivité, et donc écarter tout ce qui inscrirait un dehors, un trou, un élément. Un trou, ça rejoint ce que je disais en introduction. Exactement. Alors, peut-être. Bon. J'ai beaucoup apprécié votre livre, sa clarté, la façon dont vous tissez les divers fils de problématiques complexes de la pensée des modernes et la façon dont vous nous éclairez sur ce que veut dire le genre, et cela à la fois dans sa double dimension idéologique, de nouvelle évidence universelle, et sa dimension conceptuelle d'outils épistémologiques, c'est-à-dire d'instruments dépliant le réel selon une certaine méthode, à travers certains signifiants, à partir de certains sites de pensée. Je me suis interrogée, entre autres, sur ce que vous dites à propos de Judith Butler, sa façon de tordre et de détourner les concepts au point que nous pouvons dire qu'elle opère un certain réductionnisme. Elle intègre ainsi des catégories psychanalytiques à des catégories sociologiques. Elle passe l'inconscient à la trappe. Vous nous apprenez que Butler projette sur des processus performatifs de censure, exclusion raciale, sociale et de genre, le concept lacanien de forclusion issu de la clinique psychanalytique. Ainsi, rend-elle équivalent des traumas infligés par la norme sociale et la forclusion psychotique. Cette relation du performatif à la forclusion peut en effet s'exemplifier dans le cas du président Schreiber. Il hallucine des insultes, sacré Lascar, sacré lapin, qui sont autant de déterminations de son être qui lui viennent du divin. Lacan nous dit que l'injure annihilante est un des pics de l'acte de parole. Elle renvoie à l'objet indicible, rejeté dans le réel, où un mot se fait entendre. Sur le versant de la société, pour tout un chacun, il y a ce que Jacques-Alain Miller appelle la forclusion généralisée, celle du rapport sexuel dont Lacan énonce le logion. Il n'y a pas de rapport sexuel. Le rapport sexuel ne peut s'écrire. Schreiber part au nom du père absent, forclos, en faisant une construction dont Lacan nous rend compte dans son schéma I, le dispositif de son délire. À la fin des temps, il sera la femme de Dieu. Le rapport sexuel pourra se réaliser. Par contre, le transsexuel ne dit pas « je serai femme à la fin des temps »,
mais je suis une femme. Dans ce cas, ce n'est pas le performatif qui fonctionne comme issu du réel, mais l'objet indicible qui surgit comme l'avatar du signifiant qui viendrait déterminer le sexe. C'est ce signifiant impossible qui est revendiqué auprès de l'autre social dans un délire quérulant. Reste à devoir revendiquer éternellement une performativité venant de la société, mais jamais un tel sujet ne trouve de signifiant adéquat pour le déterminer en tant qu'être, l'être dont on sait que c'est un trou. Ces sujets revendiquent une reconnaissance en tant que neutre, gender fluide, LGBT, MTF. Un autre genre que celui de la carte d'identité, bien que maintenant on peut choisir. C'est même maintenant un décret d'État. On peut choisir d'être un homme, une femme ou neutre. On peut se dire trans, l'être ou pas. Il n'y a plus de différence des sexes. La question que je vous pose est donc la suivante. L'agression que vous venez de subir ne relève-t-elle pas de cette quérulence ? Autrement dit, la rigueur de l'argumentation que vous puissiez apporter en réponse à ceux qui vous attaquent ne serait-elle pas vaine ? Alors, vous faites allusion effectivement à une conférence que j'ai faite mardi dernier à Genève, qui a été interdite par l'irruption d'un groupe, disons, d'un groupe qui parlait au nom des trans et qui m'accusait de transphobie. Alors, je dirais que moi, j'ai dit à un moment dans mon propos que j'étais pas loin de comprendre quelque chose comment une espèce d'interdit, enfin une espèce de discours où on interdisait au fond, entre guillemets, de parler des trans à qui n'était pas lui-même pris dans cette expérience-là. Évidemment, je le comprends à un certain degré. Je le comprends. Je trouve ça tout à fait évidemment problématique politiquement, mais quelque part, je me dis qu'il y a quelque chose dans l'expérience trans, sans doute, qui peut-être relever d'un tel trauma, d'une telle angoisse, que toute parole qui les qualifierait est vécue comme une forme d'agression et de haine. Voilà, donc, à la limite, tout en trouvant... Il se trouve que malheureusement, ces trans ces trans genevois n'étaient pas forcément, disons, n'étaient pas assez haut en couleur pour séduire, quoi. Il y a quelque chose d'un peu triste dans cette intervention, et donc du coup, mais en même temps, cette tristesse ou cette banalité relève peut-être d'une forme peut-être justifie encore davantage, au fond, leur hostilité ou leur difficulté à ce que quelqu'un parle d'eux à leur place. Bon, il se trouve que, comme je l'ai dit, en fait, la question trans, je n'en parle pas. Ce qui m'intéresse, c'est les discours qui, en effet, et les déplacements de discours. Et c'est pour ça que je me suis amusé, pour terminer, j'ai voulu précisément montrer le passage du verbe désirer au verbe être comme évidemment typique d'un changement et surtout changement dans notre réception. C'est-à-dire, au fond, nous sommes aujourd'hui poussés, et on cède assez facilement finalement à ça, à accepter, à être dans un rapport d'acceptabilité par rapport à l'énoncé « je suis une petite fille ». Je suis une femme, etc. En tout cas, toute la société, enfin, non, j'exagère, mais en tout cas, toute une partie de la société participe de ce mouvement. Et ça sera vraiment intéressant d'étudier quels sont les lieux sociaux qui soutiennent ce phénomène de mutation des énoncés et ceux qui y résistent. Parce qu'il y a des résistances et sans doute violentes et surtout, surtout hors d'Europe, mais aussi en Europe. Enfin, donc, voilà. Donc, du coup, ma réaction par rapport à puisque c'est votre question, ma réaction par rapport à cette agression est assez, double.
à la fin, disons, je conçois ce type de réaction. Évidemment, c'est assez insupportable d'un point de vue personnel, mais en même temps, peut-être que c'est le propre du phénomène trans que de refuser toute autre parole que la leur. Donc, il n'y a presque rien à dire que bon, voilà, cette violence, au fond, c'est une violence, appartient au phénomène même. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, et ce que j'ai dit dans une petite lettre d'ailleurs envoyée à Jacques-Alain Miller et qu'il a diffusé sur Twitter, c'est que je finis mon atelier en disant voilà, ces gens-là, au fond, peut-être défendent finalement un peu comme leurs parents défendent le coffre-fort, puisque nous sommes en Suisse, eh bien, eux défendent, au fond, la possibilité qu'ils ont de monnayer leur image et leur identité. Et donc, un peu comme Laplanche disait à Foucault, méfiez-vous, ce que vous défendez va se retourner contre vous. Au fond, la norme, la loi n'est pas le monstre, le vrai monstre, c'est la norme, en tant qu'elle serait sans loi, justement. En tant que la norme serait débarrassée de la loi, elle peut devenir rapidement le monstre contemporain. Et ben, je dirais que le phénomène trans est peut-être, mais je n'oserais pas dire que c'est un monstre parce que ça serait transphobique, mais je dirais qu'en tout cas, le phénomène trans peut-être appartient à ce phénomène d'extension illimitée de la norme, sans loi, et dans une sorte de barbarie peut-être alors que la loi n'empêche pas, hein, je ne fais pas de la loi l'élément qui doit nous sauver, mais en tout cas, ce processus appartient. Alors, et dernier tout petit point, ce qui est quand même frappant, c'est que le point justement où le discours de Foucault contre la loi pour la norme trouve peut-être sa limite, c'est quand il défend la position néolibérale de ce fait-là. Et ce qui est très intéressant, c'est sur quel point il le défend. Il dit voilà ceci, ben voilà, le néolibéralisme, c'est par exemple qu'il n'y a pas de criminels, il n'y a que des crimes, et qui sont donc monnayables et évaluables en termes justement de dommages et de réparation. C'est ça le néolibéralisme, c'est de débarrasser du concept du criminel, qui appartient justement au monde de la loi, et de substituer au concept de criminel celui d'un jeu d'échange, d'une transaction sociale, où il n'y a plus que des crimes qui sont à évaluer en termes précisément de performativité, de calculer l'effet, la conséquence, l'effet pragmatique d'un crime. Bon, alors, voilà. on va déborder juste de 5 minutes parce que Fabien Fanoix souhaitait vivement aussi vous poser une dernière question à laquelle vous pourrez répondre un peu brièvement. Voilà, Fabienne. Oui, très brièvement, donc, vous remercier de votre travail qui est vraiment... je trouve passionnant. Votre position, vous n'êtes pas un clinicien, vous êtes un homme des lettres. Et donc, je pense que votre position vous permet d'aborder justement ce discours, avec justement un détachement que peut-être les cliniciens, nous travaillons sur ces questions depuis longtemps, mais peut-être que les cliniciens ou les théoriciens n'avons pas, parce qu'effectivement, vous abordez ça du point de vue discursif. Et donc ça, on le lit tout au long de votre travail. Moi, j'étais très sensible à tout ce que vous développez autour de la pensée du neutre. C'est-à-dire que ces principes que vous dégagez donc des Grécero de l'écriture de Barthes et toute la série que vous introduisez après concernant donc ce que Derrida théorise autour de la différence, Deleuze aborde sous la forme de la liquide, les ça de Maurice Blanchot. Vous dites bien que Lacan lui-même il récuse le neutre parce que justement il ne voit pas le besoin de reprendre les manas, parce que justement il dit que le neutre est actif dans les principes même du signifiant, et donc il ne voit pas la nécessité de déplacer ça. Mais alors ma question, c'est ça, c'est à quoi j'étais sensible, c'est que finalement je me disais que les théories du genre
élimine le neutre et donc, quelque part, justement, nous permet de mesurer combien il y a dans ce que nous, enfin, dont nous parlons depuis longtemps, mais les termes dans votre livre aussi, j'étais très content de les retrouver dans votre livre. Là, vous parlez de désymbolisation par rapport à Foucault, c'est-à-dire par rapport au terme des bios, l'usage que Foucault fait du bios dans la biopolitique. Et nous parlons depuis quelques années du déclin de l'ordre symbolique. Et moi, je me disais, c'est vraiment la question que je voulais vous poser, si finalement, cette neutralisation du neutre ou cette évacuation du neutre par les théories du genre, dans la positivation, par exemple, pour donner un exemple très simple et très, très accessible, que Judith Butler, justement, fait du féminin comme l'épendant du masculin, c'est-à-dire comme une parodie, comme une itération des modèles, et donc elle neutralise la dimension, disons, altéro du féminin. Donc par là, elle élimine, elle évacue, elle neutralise le neutre, finalement, les principes différentiels du neutre. Et donc, si finalement, justement, cette positivation de ces lieux que vous décrivez que vous expliquez avec finesse le long de ces pages, ne participe pas aujourd'hui à ces déclins du symbolique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de neutre, et donc effectivement, les théories du genre montrent bien, sont un bon exemple justement de cette positivation finalement. Nous pouvons dire ça avec Lacan, de la jouissance, mais réduite à la jouissance sexuelle, n'est-ce pas? Eh bien, ne participe pas à ces déclins de l'ordre symbolique auxquels nous assistons aujourd'hui. Et comme nous n'avons pas le temps, j'enchaîne avec la deuxième question. Je réponds très rapidement. Alors, parce que cette question, en effet, c'est très important parce que, en effet, il n'y a pas de neutre dans la pensée du genre, même s'il y a un neutral. Mais c'est pas du tout un neutre, en fait. Le neutral, c'est une appellation parmi des milliers d'autres asexual, enfin, qui renvoie à une position. Alors que le neutre se situe en effet dans le champ du symbolique, comme élément qui vient neutraliser les oppositions symboliques. Et juste très rapidement, ce qui est très intéressant, c'est on voit comment Lacan, lui, voit là-dedans, en fait, une volonté d'échapper à la castration, tout simplement. Et je le montre à propos de l'œuf deleuzien, puisque je fais un long développement sur l'œuf deleuzien, qui est une sorte de symbole hallucinant chez Deleuze, d'un neutre qui serait en fait le corps sans organe, qui échapperait tout cela. Et Lacan, sans avoir jamais parlé justement de cette question-là chez Deleuze, mais Lacan, on le voit, fait de la figure de l'œuf quelque chose de absolument sans pertinence, au sens où, précisément, il voit une volonté d'échapper à la castration, ce qui montre bien que le neutre demeure, en effet, dans une confrontation à la loi, dans une confrontation à la castration, et demeure lié à ça. Et donc, en effet, c'est précieux parce qu'il n'y a pas du tout, dans le neutre, un effacement de ces catégories-là, mais une confrontation, une rivalité, un jeu avec la loi, avec la castration, avec ces catégories-là. Oui, vos pages sur la castration sont vraiment formidables parce que vous expliquez combien, effectivement, avec Lacan et l'usage qu'il fait de la castration, il arrive à introduire un principe différentiel qu'on retrouve chez d'autres auteurs, justement, de l'époque. La fameuse phrase de Lacan, « Le charme de la sphère s'exerce sur les dupes ». Voilà, le charme de la sphère s'exerce sur les dupes. Voilà la réponse que Lacan aurait pu faire à Deleuze. Tout à fait. Alors, pour revenir sur Foucault, parce qu'on vous a beaucoup interrogé sur Foucault, voilà. Mais il y a une question qui m'intéresse beaucoup, mais un peu dans cette ligne, c'est-à-dire, est-ce que vous ne croyez pas que Foucault, quand il aborde le plaisir, notamment dans les seconds tomes d'Histoire de la sexualité, dans l'usage du plaisir, il ne fait pas justement un usage positif du plaisir? La critique n'est pas tout à fait mienne. Moi, j'en prends cette critique à Tim Dean, qui est un auteur que vous devez connaître certainement, qui est un auteur queer, mais très lacanien. Et donc, il dit justement que l'erreur induite par Foucault, il parle d'erreur induite par Foucault pour les gender studies, c'est justement le fait d'avoir positivé le plaisir et d'avoir négligé la dimension vide du plaisir qui est présente dans la jouissance, par exemple. Et le fait que, justement, Foucault donne toute une continuité du plaisir depuis l'Antiquité jusqu'à la psychanalyse, n'est-ce pas, sans coupure, sans solution des coupures comme ça, effectivement, induit les auteurs du gender, et notamment Butler, mais tous les autres aussi, à, justement, une dimension positive, finalement, hédoniste. Quelqu'un parlait tout à l'heure de l'escroquerie de l'hédonisme, justement, et d'une utopie d'un bon rapport sexuel, pourrions-nous dire avec Lacan, là où effectivement il s'agit de voir plutôt les négatifs à l'œuvre dans la jouissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement, simplement que Foucault pose le plaisir en effet comme la catégorie qui doit être explorée
comme espace positif, justement, contre quoi? Contre le désir, parce que le désir ramène le sujet, et donc il ne faut pas, et la jouissance, parce qu'elle ramène la mort, et donc il ne faut pas non plus. Et la mort, c'est encore la métaphysique. Donc, alors que ce qui intéresse Foucault, c'est le bios. C'est le bios en tant que processus qui croît comme ça, tout seul, et qui est sans projet, sans dessin, sans arrière-monde. Hein, c'est Foucault-Nietzschéen, il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a qu'un monde. Il n'y a qu'un monde qui est un processus interne. Et il faut absolument se vider le crâne de toutes ces horreurs que sont justement les éléments de transcendance, de métaphysique qu'il faut évacuer. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Éric Marty.